Docteur Nizet, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour à tous. Ici, on est en train de faire une intervention qu'on appelle un DIEP. Donc, on est en train de reconstruire un sein avec les tissus qui sont prélevés au niveau du ventre. Alors, j'avais préparé une ou deux diapos, peut-être qu'on peut essayer de montrer, parce que ça sera des termes un petit peu techniques, c'est pour que tout le monde se comprenne. On est en train de préparer vos dias. Ok, super. Donc, c'est une patiente ici qui avait été, malheureusement, qui a présenté un cancer du sein début 2024. Qui a été traité par mastectomie, et puis alors avec les résultats de ce qu'on appelle l'anatomopathologie, ce qu'on a retiré, malheureusement la patiente a dû bénéficier de chimiothérapie et puis de radiothérapie. Et donc pour ne pas perdre de temps, le jour de la mastectomie, j'ai déjà mis en place ce qu'on appelle un expanseur, c'est ce que M. Nelissen, que vous avez vu ce matin, est occupé à retirer. Et en fait ça va vraiment fonctionner comme un spacer, le temps de pouvoir faire la reconstruction définitive. Voilà, donc M. Nelissen vient de le retirer. Donc ce n'est pas vraiment comme les prothèses que Xavier a mis ce matin. C'est des prothèses qu'on voyait ici. Je tiens dans ma main une petite valve. Et c'est à travers cette petite valve qu'on va passer une aiguille à travers la peau, dans la petite valve, pour gonfler l'expanseur jusqu'à obtenir un volume suffisant. Et alors, quel est l'avantage de ces expanseurs? Donc, chez des patientes où on a un peu peur que la peau ne cicatrise pas le jour de la mastectomie, on ne les remplit pas trop. Et comme ça, il y a moins de pression sur la peau et il y a moins de risque que ça ne cicatrise pas en réalité. Et donc on les gonfle après en consultation. Les patientes, elles ne sentent rien parce que la peau n'est plus bien énervée pendant tout un temps. Et donc on passe l'aiguille, on fait ça, pas sous anesthésie locale, les patientes sont totalement éveillées. Et on remplit cet expanseur jusqu'au volume suffisant, et pour nous et surtout pour elle évidemment. Et alors la patiente va subir des séances de radiothérapie avec cet expanseur mis en place. Alors pour nos confrères de radiothérapie, à ce moment-là, on ne peut plus le remplir parce qu'il ne faut absolument pas que le volume et tous les calculs qu'ils ont réalisés soient modifiés. Donc on ne touche pas à l'expanseur pendant la séance de radiothérapie. Alors ce qui est chouette avec la radiothérapie, c'est que ça tue les cellules méchantes qu'on aurait pu laisser en place, mais ça tue un petit peu les cellules gentilles aussi. Et donc la patiente ici, elle a terminé sa radiothérapie en août, et on attend au minimum 6 à 7 mois avant de réaliser la reconstruction définitive, parce que sinon les tissus sont trop inflammatoires et il y a trop de risques de complications. Donc voilà. Et alors on a vos slides, est-ce qu'on les parcourt ensemble? Oui, avec plaisir. Ça c'est ce qu'on fait, on reconstruit le sein gauche de madame, en l'occurrence ici c'est celui qui était atteint par le cancer. On peut mettre quelques définitions. Donc un lambeau, quand on parle de lambeau, c'est en fait une portion de tissu vivant. Il y a différents types de lambeaux, vous avez des lambeaux musculaires, des lambeaux musculocutanés quand on prend et du muscle et de la peau. Ici on prend un fascio graissocutané, donc la graisse et la peau du ventre. Alors perforant, pourquoi perforant? Parce qu'en fait la peau c'est un organe, comme le cœur, comme le cerveau, donc ça vit grâce à des vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins, ils viennent de la profondeur et en fait, ils vont perforer des structures. Ici, en l'occurrence, ils vont perforer les muscles grand droit. Donc, pour ceux qui ont de la chance, c'est ceux qui donnent les tablettes de chocolat. Et avant, on prélevait tout le muscle, mais c'était extrêmement délabrant parce que ces muscles, ils ont comme action de garder les viscères bien à l'intérieur. Et donc, si on peut se permettre de les laisser en place, évidemment, les patientes sont contents. Donc ça, on parle d'un lambeau qui est perforant. Alors libre, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va falloir aller le libérer, ce lambeau. Donc sectionner ces vaisseaux, ce qu'on appelle l'artère et la veine qui font vivre le lambeau, et venir les faire revivre au niveau, ici en l'occurrence, du sein. Donc des lambeaux libres, on en fait pour plein de choses. On en fait pour la reconstruction du membre inférieur, on en fait beaucoup pour la reconstruction tête et cou, et on en fait aussi beaucoup pour la reconstruction du sein. Et donc le mot libre veut juste signifier qu'à un moment donné, vous le verrez, peut-être qu'on repassera dans notre salle à ce moment-là, le lambeau il va être totalement libre en l'air et on peut aller le rebrancher où on veut. Ici en l'occurrence, on va aller le remettre au niveau du sein, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et donc quand on parle du pédicule, parce que ça on va beaucoup le dire avec M. Nelissen, le pédicule c'est quand on parle de l'artère et de la veine qui font vivre tout ce lambeau. Et alors la nomenclature en chirurgie plastique pour nommer les lambeaux, en fait on les nomme en fonction des vaisseaux qui les font vivre. Et donc le DIEP en anglais c'est pour faire référence aux vaisseaux épigastères inférieurs profonds qui font donc vivre la peau et la graisse qu'on a tous au niveau de la paroi abdominale. Et donc là c'était un petit schéma que j'ai repris. Ça a été une technique qui a été surtout développée par nos collègues de Gand il y a maintenant bien 30 ans. Et donc ça, c'est inspiré d'un de leurs bouquins du professeur Blundell. Et donc vous voyez ici, on a différents types de vaisseaux perforants. Des fois, ils perforent seulement les fascias. Puis des fois, ils perforent des fascias et la peau. Et puis ici, ils perforent le muscle. Et en l'occurrence, pour le lambeau des dièpes, ils perforent les muscles grand droit. Donc c'est les deux structures que vous voyez en dessous de la graisse. Donc la dia suivante, c'est un schéma qui représente la même chose. Vous avez en anglais, ça veut dire muscle grand droit, la rectus abdominis muscle. Et puis alors, vous avez le pédicule qui traverse le muscle. Et puis alors, vous avez le flap, ça veut dire lambeau en anglais. Le flap de graisse et de peau qu'on va utiliser pour reconstruire le sein de madame ici. Et alors, pour repérer ces petits vaisseaux, on fait la plupart du temps, parce que ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux quand même, on fait ce qu'on appelle un scanner abdominal.
Et en fait, ces scanners nous permettent, nous, aux plasticiens, de repérer les vaisseaux qui perforent ces muscles grands droits. Donc je vous ai entouré, hein, on voit les muscles grands droits de chaque côté. Je vous ai entouré que le muscle droit. Hein, et vous voyez une perforante qui quitte ce vaisseau pour venir faire vivre la peau et la graisse du ventre. Et alors, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, il va être libre, ce lambeau, il va être totalement sectionné. On y est déjà bientôt, en fait, parce qu'on a commencé il y a environ 1 heure. Donc j'ai déjà préparé les vaisseaux qui faisaient vivre tout ce lambeau. Et M. Nelissen va commencer à préparer les vaisseaux qu'on appelle donc les vaisseaux receveurs, qui en l'occurrence ici sont les vaisseaux mammaires internes, dont vous avez probablement déjà entendu parler par nos confrères de chirurgie cardiaque, qu'ils utilisent eux pour revasculariser les artères myocardiques quand malheureusement il y a des thromboses au niveau de ces artères. Donc je ne sais pas si on peut filmer ici, parce qu'on a déjà en fait vraiment bien avancé. Je ne sais pas, ou Oriane. Ouais, alors là, on a une vue sur votre dos pour le moment. C'est cette caméra-là. Voilà. Ouais. Donc en réalité, ici, on a... alors on va faire un tout petit peu d'anatomie. Donc on a ce qu'on appelle une aponévrose. C'est l'aponévrose antérieure. C'est quelque chose qui recouvre tous les muscles. Et alors ce que vous voyez ici, que je tiens dans ma pince, c'est le muscle grand droit. Et en l'occurrence, c'est le muscle grand droit à droite de la patiente. D'accord, qu'on a un petit peu ouvert. OK. Ah, pardon. T'as un petit orthostatique, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on fait. Pas trop. Si, on voit très bien. Ah oui, ok, d'accord. Parce que c'est. Par contre, à un moment donné, parfois la lampe bouge et quand on perd la lampe, on voit moins, mais okay. Quand on a la lampe dessus, on voit très bien. C'est souvent comme ça. Donc ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je présente avec ma pince. Oui. Ok, donc alors je ne sais pas si la résolution de la caméra est suffisante que pour voir les vaisseaux qui battent, mais ça bouge là comme un petit serpent. Ok. Et en fait, ces petits vaisseaux, il y a une artère ici centrale et puis 2 petites veines qu'on dit des veines concomitantes. Et alors, on va les chercher. En fait, j'ai déjà disséqué avec le docteur Doln, qui est ma collègue qui m'assiste aujourd'hui. Ces vaisseaux, ils viennent en plus ou moins se brancher ici au niveau de la racine de la cuisse. Leur origine, c'est là, et on essaie d'aller le plus loin possible pour 2 raisons. Premièrement, pour avoir plus de facilité pour venir faire nos branchements, si je puis dire, ce qu'on appelle des anastomoses en chirurgie, nos anastomoses au niveau du thorax. Et deuxièmement, plus on se rapproche du vaisseau d'origine, plus les vaisseaux ils ont un calibre qui augmente. Et à la fin, ils ont entre 1,5 et 2 mm. Et donc, c'est quand même plus facile de suturer un vaisseau de 1,5 mm qu'un vaisseau de 0,4. Donc voilà, alors j'ai donc déjà préparé avec Madame Doll le côté droit. Et alors, on va vous montrer le côté gauche. Donc là, c'est vraiment exactement ce que vous avez vu, mais on est encore un peu plus avancé même du côté gauche parce que c'est presque terminé. Et donc, en tout cas, vous avez un véritable public dans la verrière. Ah ben voilà. Bonjour à tous. Et alors ici, même principe. Je ne sais pas si tu sais un peu écarter le muscle, s'il te plaît, Camille. Ouais. Et donc même principe ici, je ne sais pas si vous voyez. Rien, tu sais, d'Exa à côté. Oui. Vous avez à nouveau ces petits vaisseaux ici qui viennent, et le petit vaisseau perforant, il vient vraiment perforer cette aponévrose antérieure juste ici. Et donc c'est chouette parce que ça permet vraiment de ne pas du tout presque toucher aux muscles. Et la patiente, elle devrait normalement n'avoir presque aucune conséquence en post-opératoire. C'est-à-dire que on lui souhaite que sa paroi abdominale soit toujours aussi tonique que ce qu'elle était avant de se faire opérer. Alors la petite particularité ici, c'est que vous l'avez vu, on prend un pédicule aussi bien du côté gauche que du côté droit. Attention, ça va devenir un petit peu technique. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Mais donc on a un pédicule qui fait vivre plus ou moins une bonne partie du lambeau et surtout la partie droite. Et puis alors vous avez un autre pédicule, donc une autre artère et une veine qui font vivre la partie gauche. En réalité, on pourrait se contenter de ne prélever qu'un des 2 côtés. Et d'ailleurs, quand on fait un lambeau Dieppe pour les 2 seins, là, on n'a pas trop le choix. On coupe le lambeau en 2 et il y a une partie qui va à gauche et une partie qui va à droite. L'avantage de prendre un Dieppe bipédiculé, c'est qu'il y aura encore plus de sang dans le lambeau. Et donc, il y a vraiment moins de risque de mauvaise cicatrisation. Parce que des fois, ces petits vaisseaux perforants, on espère qu'ils vascularisent presque toute la peau et la graisse qu'on prélève. Mais des fois, malheureusement, il n'est pas aussi compétent qu'on l'aurait souhaité. Et il y a quelques parties du lambeau qui ne vont pas survivre. Et donc ici, avec M. Nelissen, on fait ce qu'on appelle des lambeaux bipédiculés. Alors, je vais essayer de vulgariser. Si j'ai bien compris, vous prenez un bout du ventre de la patiente et vous allez la mettre dans son sein. Ça, de manière vulgarisée, oui, on est sur de la bonne... Oui, c'est assez simple. Ouais. Donc, on va prendre le ventre et on va le faire vivre au niveau du sein. Ouais. C'est ça. Mais pour le faire vivre au niveau du sein, on n'a pas le choix. On doit reconnecter des petits vaisseaux. Il ne suffit pas juste de le remettre dans la loge de mastectomie.
il faut rebrancher ces petits vaisseaux. Et alors les vaisseaux qu'on utilise nous à Liège, il y a des équipes qui utilisent d'autres vaisseaux, mais nous on utilise surtout ce qu'on appelle donc les vaisseaux mammaires internes. Mais Monsieur Nielsen a un micro aussi, et pendant que je continue à disséquer en bas, je vais peut-être lui laisser un petit peu raconter ce qu'il est en train de faire en haut. Ben voilà. Rebonjour, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je fais ici. Oui. Oui. Donc j'ai abordé le sein. Comme vous avez vu, on a enlevé l'expanseur, on a enlevé donc la membrane qui se trouve autour de l'expanseur, donc ce qu'on appelle la coque. Et donc on a de nouveau du tissu sain. C'est comme si on venait de faire la mastectomie. C'est ce qu'on appelle une reconstruction immédiate différée. Donc le docteur Nizet a posé l'expanseur il y a quelques mois. Là maintenant, je viens de retirer l'expanseur, retirer la coque, ce qui nous permet de conserver donc tout l'étui cutané. Et là maintenant, une fois qu'on a nettoyé tout ce sein, ce que je suis en train de faire, c'est d'aborder les vaisseaux mammaires internes. Alors vous les avez vus en chirurgie cardiaque, notamment ce matin, par le dessous. Moi, on va vous les montrer par le dessus. Parce que donc, le chirurgien cardiaque, il va aller par la voie de sternotomie. Ici, moi, je vais enlever un morceau de côte pour les aborder par le dessus. Est-ce que je peux avoir un dissecteur? Donc en fait, alors, pourquoi est-ce qu'on aurait pu faire, et des fois on le fait, on fait des dièpes, on dit en immédiat, c'est-à-dire qu'on prend directement les tissus du ventre le jour de la mastectomie pour reconstruire le sein. En l'occurrence, le fait, c'est quand même une opération qui est plus lourde que seulement faire une mastectomie et mettre un expanseur. Et vu que ce qu'on doit évidemment à tout prix privilégier, c'est la survie de la patiente, on ne veut pas que nos reconstructions puissent mettre en retard la mise en place des traitements adjuvants. Je peux avoir la pédale de... Ouais, merci. Je crois que c'est celle-là. Donc du coup j'ai perdu le fil de mes pensées. Ouais, c'est celle-là, merci. Donc on essaye de... Enfin c'est pas qu'on essaye. Hein. En aucun cas on doit mettre en retard la mise en place des traitements adjuvants. Et donc du coup on a mis en place cet expanseur, cette prothèse temporaire qu'on sait qu'on va remplacer par la suite pour soit une prothèse définitive. En l'occurrence la patiente ici, vu qu'il a été irradié, on n'aime pas trop mettre des fois on n'a pas le choix, mais on n'aime pas trop mettre des prothèses sur un tissu qui a été irradié. Soit les propres tissus de la patiente comme on le fait ici. Alors juste pour rendre à César ce qui appartient à César, évidemment on passe à travers les muscles, ça fait quand même un tout petit peu mal à la patiente au réveil. Et en fait ça ne va pas lui faire mal du tout à celle-ci, parce qu'on a notre confrère le docteur Del Ruel qui lui a fait ce qu'on appelle un tap block, c'est-à-dire qu'il a été endormir les petits nerfs qui passent à travers les muscles pour qu'au réveil elle soit le plus confortable possible. Moi pour le moment je suis en train d'enlever donc le cartilage qui va unir la côte au sternum. En général, on enlève le troisième cartilage chondrosternal. Je viens de l'enlever donc avec une petite pince gouge. Et donc, juste en dessous de ce cartilage-là, je peux avoir une pince atraumatique et une bipolaire. Juste en dessous de ce cartilage-là, on aura les vaisseaux mammaires internes, donc l'artère et la veine, qui va nous permettre de nous brancher dessus. Donc c'est ce qu'on appelle des vaisseaux receveurs. En général, ces vaisseaux-là ne sont pas trop abîmés par la radiothérapie. On dit bien en général, parce que quand on fait de la radiothérapie sur un sein, en général, on irradie aussi les chaînes mammaires internes. Préparer deux fibreuses. Je t'en prie, tu peux la mettre. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Mais on est en train de vous observer, mais alors moi je jongle toujours entre mes invités sur plateau et les chirurgies. Et donc là je suis en train de délaisser un peu mes invités sur plateau. Est-ce que ça vous dérange si je leur pose quelques questions? Non, bien sûr. Et comme ça on peut continuer à vous observer. Vous me rappelez à l'ordre si ça devient important de regarder ou vous avez des choses à dire. Et en même temps je continue. On n'est pas enregistré du coup. Hein. Ah si, on... Ah, bon, on nous non, entend, vous n'êtes pas enregistré, non. On nous entend pas. Bah, Okay. vous êtes en live, mais pas enregistré. Ça va, parfait, top. Et donc, on est en train de parler de c'est quoi doc, comme ça ils peuvent nous suivre aussi en salle. Et donc il s'agit de capsules vidéo informatives
Et donc, on parle souvent de littératie en santé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les enjeux essentiels aujourd'hui? Encore la gauche. La littératie en santé, c'est vrai que c'est un terme qui a été beaucoup évoqué cette semaine et parfois on n'a pas toujours expliqué ce que ça voulait dire. C'est bel et bien la capacité d'un patient à comprendre et utiliser une information médicale. Et ça peut s'avérer parfois complexe. Voilà, ici, on a en effet quelques patients qui se promènent dans la verrière et qui ne comprennent pas peut-être tout le jargon qui est utilisé, bien qu'on ait eu quelques spécifications et une petite aide au niveau du lexique. Et donc ça, c'est vraiment un axe sur lequel on essaye de s'orienter, de permettre justement aux patients de comprendre cette information et de pouvoir l'utiliser dans la gestion de sa propre santé, dans sa prise de décision. On parle aussi de plus en plus de consentement éclairé, de empowerment du patient, et ce sont toutes des thématiques qui sont relativement en vogue pour l'instant, et donc c'est à ça aussi qu'on essaye de préparer le patient. Et donc ces capsules vidéo, elles s'adressent à qui concrètement? Aux patients? Elles s'adressent aux médecins? Elles s'adressent aux futurs médecins, aux étudiants? Je pense que ce sont des capsules vidéo qui peuvent correspondre à la fois pour les patients et pour les médecins. L'idée, c'est vraiment de venir agir sur la relation thérapeutique qui existe entre le médecin et sa patientèle. Donc, ce sont des capsules qu'on peut utiliser, par exemple, chez un patient chronique qui présente une pathologie, qui va pouvoir en apprendre plus sur sa pathologie, que ce soit un nouveau diagnostic ou une avancée dans son diagnostic, afin de mieux comprendre cette pathologie et après pouvoir poser des questions plus spécifiques à son médecin et orienter ces questions. On se rend compte qu'il y a beaucoup de patients qui malheureusement souffrent de pathologies chroniques et ne se rendent pas toujours bien compte des tenants et aboutissants de cette pathologie. Au-delà de ça, ces capsules peuvent aussi servir dans la prévention en santé, qui est très importante, et à véhiculer une information qui est parfois difficile à obtenir de manière claire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait que les patients, de toute façon, utilisent Internet, utilisent les réseaux sociaux pour avoir des informations. Et comme vous l'évoquiez au début de l'interview, le plus difficile, c'est de savoir si cette information est réellement fiable. Le but ici est d'avoir un endroit où ces capsules vidéo sont rassemblées en un site, où les patients savent qu'ils peuvent trouver une information qui est fiable et vérifiée. Et donc le site internet, tant qu'on y est? Oui, qui s'appelle sequadoc.be. Et donc les contenus portent surtout sur la prévention et le dépistage. Pourquoi avoir mis en avant ces grandes thématiques? En fait, on a un gros problème de taux de dépistage ici en Wallonie. Donc, on s'est par exemple concentré dans un premier temps sur les campagnes de vaccination pour le papillomavirus. Et donc, tout ça, on est en retard par rapport à la Flandre, raison pour laquelle aussi on n'a pas encore de contenu en néerlandais sur le site qui ne demanderait pas une simple traduction, mais aussi, vu le contexte de notre pays, d'avoir une adaptation en fonction des politiques de dépistage, etc. Ce n'est pas juste faire un petit effort de traduction avec quelqu'un qui maîtrise le néerlandais sur le plan médical. Et donc, tout ça, ça nous permet aussi de pouvoir faire donc, de la prévention comme on l'a fait pour le HPV. Et puis, on sait aussi qu'on est amené à devoir faire des économies dans nos soins de santé. Et je pense qu'il n'est plus à prouver que la prévention et le dépistage permettent, in fine, en injectant un petit peu de ressources en amont, de pouvoir prendre en charge les maladies beaucoup plus rapidement et de pouvoir traiter ces patients plus vite et donc avec des traitements qui sont moins coûteux et éventuellement aussi des prises en charge qui peuvent se faire de manière presque individuelle. Il y a le patient aussi, il est souvent acteur de sa santé et lui aussi peut mettre des choses en place et pour qu'il puisse les mettre en place, il faut qu'il soit au courant des bonnes actions à effectuer ou des bonnes habitudes à avoir et c'est là aussi qu'on essaye d'intervenir pour leur donner un petit coup de main. Alors, on parlait de papillomavirus et donc on m'appelle en gynécologie justement et donc on va retrouver le docteur Nervaux. Docteur Nissen, on est de retour vers vous. Super, merci. J'en ai pas pour longtemps. C'était juste que voilà, Monsieur Nissen a dû nous quitter, donc j'ai terminé de préparer les vaisseaux, ce qu'on appelle les vaisseaux mammaires internes. C'est les vaisseaux sur lesquels on va venir faire vivre le lambeau en faisant donc des microsutures. Donc le site receveur, il est prêt. Et alors, on a un petit peu avancé aussi en bas par rapport à quand vous nous avez quitté tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, il y avait ma collègue qui est en train de faire ce qu'on appelle une désépidermisation. Parce que ce lambeau, il va être enfoui en grande partie. On va juste garder un petit morceau pour refaire l'aréole. Mais tout le reste, il va être enfoui sous la peau. Donc, on ne peut pas laisser de la peau en dessous de la peau, parce que sinon, ça va faire des kystes et ça ne va jamais guérir. Donc, il y a ce qu'on appelle la désépidermisation. Et alors, ce qui est chouette avec la désépidermisation, c'est que ça nous permet de rassurer sur le fait que le lambeau, il est bien vivant. Parce que je ne sais pas si on peut voir... peut-être couper ma lampe, parce qu'avec ma lampe frontale, ça éclaire fort.
Et en fait, quand je passe ma compresse, c'est que j'enlève... Ouais. C'est mieux quand on a de la lumière. Hein. Ouais. Vous voyez ici ou pas, c'est plutôt la partie gauche. Oui, c'est ça. Oui, là, on voit bien. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, parce que si vous avez la même image que moi, vous ne devez pas voir grand-chose, mais bon, vous allez peut-être... Alors, vous allez me faire croire sur parole, je suppose. Mais donc, quand j'enlève le clou hémostatique, ça permet de faire saigner le lambeau. Et donc, on se rend compte que nos deux petits vaisseaux... Donne-moi un peu de quoi enlever les agrafes, s'il te plaît, Flo, une hémostatique. Que les deux petits vaisseaux que je vais vous montrer, donc il y a un petit vaisseau à gauche et un petit vaisseau à droite, ils font bien vivre tout le lambeau. Et donc, ça nous permet de savoir qu'on peut brancher tout ça au niveau du thorax. Parce qu'évidemment, si vos petits vaisseaux ne vascularisent pas, s'ils n'apportent pas du sang à l'entièreté du lambeau, vous aurez beau faire des très belles sutures en haut, il ne va pas vivre au niveau du thorax. Donc, vous voyez, par rapport aux petites photos que je vous montrais ce matin, tout à l'heure sur Média, vous voyez ici, quand je lève le lambeau, vous avez un petit vaisseau à gauche, un petit vaisseau à droite, et c'est ces tout petits vaisseaux de 1 mm environ, qui font vivre l'entièreté de la graisse et de la peau qu'on va venir faire revivre au niveau du ventre. Voilà, donc ici, là, on va les libérer vraiment le plus loin possible. Leur origine, c'est des vaisseaux qui sont vraiment dans le fond du bassin. Et puis après, on commencera les micro-sutures, et vous pourrez peut-être nous rejoindre à ce moment-là. Donc là, ça va être un peu embêtant, à mon avis, peut-être pour vous, pendant une heure. Alors, ce qu'on peut faire, c'est garder votre image si vous voulez, mais moi, j'aimerais bien pouvoir accueillir mon invité. Ça ne vous dérange pas qu'on papote dans votre salle? Non, mais vous pouvez même retourner dans la salle de Madame Nervos si elle a plein de choses à montrer. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Enfin, comme vous voulez. Ça ne me dérange pas de vous entendre discuter avec votre invité. Allez. Je reste un peu chez vous, alors. Donc, David Servet, bonjour. Bonjour. On va commencer peut-être par vous m'expliquer ce que c'est le CapLab. Le CapLab, c'est un laboratoire d'innovation dédié au monde du handicap. Okay. En gros, parce que je sais bien que vous avez du retard et que vous devez jongler beaucoup, en fait, j'accompagne des personnes porteuses de handicap qui ne sont pas autonomes dans la vie de tous les jours. En créant avec eux l'aide technique, c'est comme ça qu'on appelle, l'aide technique qui va les rendre autonomes. Si je dois vous faire une histoire, j'ai rencontré la semaine dernière une petite Laura qui vit dans un appartement. Et par exemple, Laura n'est pas autonome pour ouvrir sa porte. Parce que la gâchette de sa porte, n'est pas adaptée à son handicap et donc elle a du mal à ouvrir la porte aux gens. Et donc on va créer avec elle l'outil qui va lui permettre d'ouvrir sa porte. Et on accompagne comme ça des personnes porteurs de handicap qui ont besoin d'un objet pour être le plus autonome possible. Et d'où est venue l'idée de créer ce projet ? En fait, j'ai travaillé 20 ans en validation sur le site d'Esneux et on s'est rendu compte que ce qu'on trouvait dans les catalogues n'était pas adapté à chacun. Trouver une poignée de porte adaptée, on ne le trouve pas. Et donc on bricolait avec les patients et on a décidé que ce bricolage, entre guillemets, allait devenir de plus en plus professionnel et donc on a acheté une première machine 3D. On a commencé à se former, on voyait qu'on répondait à une vraie demande et donc le CapLab est né avec un projet européen d'étendre ça à la Wallonie. Et quel type d'objet ou de solution technique vous réalisez justement en 3D ? Ça va de la petite fille qui veut ouvrir sa porte, ça va à d'un âgé qui veut ne sait plus tenir ses couverts. On a aussi des sportifs de haut niveau qui veulent améliorer leur performance pour aller par exemple ceux qui sont rentrés de Paris, par exemple aux Jeux paralympiques. On a des demandes qui touchent toute la vie quotidienne, le sport. Comment est-ce que je peux tenir mon chien en laisse, mais j'ai plus la force de tenir la laisse. Comment est-ce que vous pouvez m'aider à tenir mon chien en laisse ? En fait, chaque semaine est différente, chaque projet est différent, et on touche l'ensemble de la vie d'une personne. Alors là, ce n'est qu'une partie du projet, c'est que le haut de l'iceberg, parce que moi, si j'ai bien compris, au-delà de ça, vous avez l'objectif de créer un véritable réseau wallon autour du CapLab. À quoi ressemblerait ce réseau ? En fait, moi, aller dessiner du côté de Charleroi, de Mons ou de Tournai, écologiquement parlant, c'est discutable de faire un trajet pour faire, mais j'ai plutôt envie de me dire que chaque centre ou chaque service pourrait avoir une imprimante et se dire moi aussi je peux imprimer. Et donc l'objectif du CapLab, c'est s'étendre ce modèle économique dans toute la Wallonie pour que chaque personne en Wallonie puisse aller chercher son CapLab dans sa région. Et avec qui vous souhaitez collaborer ? Est-ce que c'est avec des hôpitaux, des centres spécialisés, des écoles, des patients J'ai envie de la porte est ouverte à tout le monde. On va d'abord axé sur les hôpitaux, parce que le patient, il vient de l'hôpital, il est en confiance à l'hôpital, et surtout on peut travailler avec les professionnels de la santé qui connaissent bien le handicap et bien les patients. Et donc, je pense que vous militez aussi pour faire reconnaître l'aide technique imprimée en 3D. Pourquoi cette reconnaissance est si importante aujourd'hui ? Actuellement, quelqu'un qui est porteur du handicap, il a droit au remboursement d'aide technique qu'il va trouver dans un catalogue. Et le catalogue, il n'est pas adapté à lui. L'idée, c'est de dire qu'il peut être remboursé sur un manche ou quoi que ce soit, quelque chose qui va être standard.
mais ça demande est loin d'être standard. On aimerait, dans un futur, j'espère proche, que les techniques réalisées en 3D soient reconnues comme une vraie technique, comme celle des catalogues. Et est-ce qu'il y a encore des freins aujourd'hui à ce type de développement de solutions puisque, Oui. Est-ce que c'est des freins financiers est-ce que c'est des freins techniques? Il y a des freins financiers dans le sens où, là, pour l'instant, notre projet fonctionne grâce à la région Wallonne et des subsides qui permettent de rendre les techniques abordables aux patients. Donc, pour l'instant, on a un forfait de 30 € qui permet de créer des techniques sur mesure. Ça, c'est un premier frein. Donc, il faudrait trouver une manière économique d'être plus viable, mais aussi le côté non reconnu. Beaucoup de centres sont un peu frileux, on va dire ça comme ça, de dire oui, ok, mais il n'y a pas de norme derrière votre aide technique. S'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de norme CE, il n'y a rien. Donc, on est aussi basé sur du côté, on est un peu freiné par la législation qui dit, bah non, il n'y a pas de norme CE, donc du coup, c'est pas reconnu. On aimerait que le process soit reconnu pour se dire que les techniques réalisées dans des conditions particulières soient reconnues à l'instar de techniques qu'on peut trouver dans un catalogue. Et donc, quelles sont vos ambitions pour le CapLab dans les 5-10 ans à venir Si j'imagine notre CapLab dans 5 à 10 ans, c'est qu'il y a des CapLab partout, que les gens puissent se dire « Ah bah oui, j'ai un handicap, je peux, grâce à l'impression 3D et tous les outils numériques, créer moi-même ». Parce que la co-création est très importante dans ce projet. Le patient est acteur de son projet. Nous, on a tous, quand on en arrive chez soi, dire « Ah, c'est toi qui as fait ce bac de fleurs, ah, c'est toi qui as fait ce mur-là ». C'est beaucoup plus valorisant. Et donc, pour une personne avec un handicap, c'est aussi très valorisant de co-créer, de créer lui-même la pièce qu'il va l'utiliser. Et donc, si je dois me projeter dans 5 ans, c'est qu'il y a des CapLab un peu partout, mais aussi que la région Wallonne, les autorités reconnaissent cette aide technique comme une vraie technique remboursable. Et le must, ce serait pouvoir se dire qu'un jour, un médecin, quand il reçoit un patient, dit eh ben, je peux faire une prescription technique pour dire mon patient, il a besoin qu'un technicien se pose sur son problème. Ça, pour moi, ça serait le Graal. Et donc finalement, on est au-delà de l'aspect technique, il y a l'aspect aussi psychologique, le Oui, fait de très fort. l'impliquer. Et donc vous touchez à différentes sphères. Donc, Quand un patient a une perte de mobilité, déjà il faut l'accepter, il y a un deuil à faire, et en plus on va lui dire, tiens, tu pourras manger de manière autonome grâce à ce qu'on va acheter dans un catalogue, mais qui ne sera pas forcément adapté à toi, mais tu vas quand même essayer. Et en plus, la vie lui a imposé un handicap, et on va lui imposer d'autres choses de sa vie. Et nous, l'idée, c'est de dire non, on n'impose rien, on co-crée avec le patient. Et on va un peu plus loin, dans le sens où on a des patients qui reviennent et on les forme au dessin 3D. Donc maintenant, on a des patients qui déjà se créent leur propre de A jusqu'à Z, mais aussi créent pour d'autres. Et donc là, on touche de la réinsertion sociale, mais aussi de la réinsertion professionnelle, où des gens qui ont un handicap, maintenant, peuvent créer des choses pour d'autres personnes dans le besoin. mais merci beaucoup David Servet. Alors je sais que c'était bref, mais c'était bien condensé. Je pense que vous avez fait passer le message que vous souhaitiez faire passer. Je sais que votre temps est compté, donc je vous libère de mon plateau et je retourne auprès de nos chirurgiens. Docteur Nizet, je ne sais pas si vous avez quelque chose à me dire ou si je repars chez Patricia Nerveau. Aussi, on peut vous dire un tout petit quelque chose. Donc là, le docteur Doln a continué un petit peu à mincir le lambeau. Pourquoi? Parce que la patiente, en fait, elle a une hypertrophie mammaire à droite, c'est-à-dire qu'elle a un sein qui est fort volumineux, et elle préférerait avoir un petit sein. Et donc, si on remet tout ce qu'on a pris, évidemment, c'est beaucoup trop gros. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que directement on ne prend pas plus petit? C'est parce qu'évidemment, on prend garde à essayer que la morbidité, donc c'est-à-dire les effets négatifs de la chirurgie au niveau du cycle d'honneur, ils soient les plus faibles possibles. Donc, c'est la raison pour laquelle on lui laisse les muscles en place. Et c'est aussi parce qu'on essaye de faire ce qu'on appelle une abdominoplastie. Donc, c'est une chirurgie esthétique de l'abdomen pour que plus le gain secondaire à cette chirurgie, c'est qu'elle ait un ventre un peu plus plat. Et donc on sait bien que on aura trop avec le ventre, en l'occurrence de cette patiente, sauf si on avait par exemple dû refaire ses deux seins, mais ici on ne refait que le sein gauche. Et donc on enlève toute la partie du lambeau qui, selon nous, ne sera pas nécessaire, parce que sinon le lambeau sera trop volumineux pour reconstruire le sein de madame. Donc maintenant, ce que je vais faire avec l'aide du docteur Doln, c'est que je vais, maintenant qu'on a plus ou moins une bonne idée de ce qu'on souhaite comme volume et qu'on l'a modelé à notre souhait, je vais dire, je vais aller libérer les vaisseaux le plus bas possible pour faciliter nos connexions au niveau du thorax. Donc je ne sais pas si on va pouvoir voir, parce que là je vais vraiment aller travailler dans un tout petit trou. Mais je vais venir sectionner les vaisseaux le plus bas possible. Alors je vais rallumer la lampe frontale, parce que là je vois vraiment rien. Donc là on les voit toujours qui battent bien, donc c'est plutôt bon signe, parce que s'ils ne battaient plus, c'était embêtant. Merde, j'ai plus de batterie. Les Betson Boat, s'il te plaît. Merci.
Donc voilà, maintenant à mon avis, vous ne voyez pas grand-chose, parce que même moi j'ai déjà du mal à voir. Alors à mon avis, vous ne voyez vraiment rien. Donc croyez-moi sur parole à nouveau, je vais libérer, donc je vais sectionner l'artère et la veine épigastrique inférieure profonde, presque à niveau de leur origine. Ou alors c'est un geste qui est quand même pas anodin, parce que si on fait une bêtise, c'est-à-dire que si on fait une plaie dans les gros vaisseaux qu'il y a juste à côté, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de l'aide de Madame Doln, parce que si on fait une plaie dans les gros vaisseaux qu'il y a à côté, c'est pas le meilleur abord pour avoir un contrôle vasculaire. Et donc j'aurais pas envie de devoir appeler nos collègues M. Lavigne ou M. Désiron ou quel qu'il soit pour venir donner un petit coup de main pour contrôler l'hémorragie, quoi. Donc ici, est-ce que vous voulez qu'on vous laisse vous concentrer? Non, c'est gentil. Après, vous pouvez bien sûr aller voir Madame Nerveux, parce qu'en est, vous voyez vraiment pas grand-chose. Les clips bleus, s'il te plaît. Vous voyez vraiment pas grand-chose ici. Donc voilà, c'est comme ça. Vous avez plus ou moins compris ce que je fais. Ce qu'on fait, pardon. Eh ben, on va aller voir le docteur Nerveux et on revient vous voir tout à l'heure. Ça va. Docteur Nizet, bonjour, on est de retour près de vous et en plus on vient de me dire qu'on vous aimait beaucoup. C'est chouette. Alors maintenant vous allez devoir deviner de savoir qui c'est. Je pensais que c'était son père en fait. Voilà. Lui je le déteste par contre, lui je le déteste. Apparemment on espérait voir votre papa. Désolé. Non, c'est pas ça que voilà. Vous voulez que je m'en aille, mais le problème c'est que M. Nizet ne fait pas trop ce genre d'intervention. Vous aurez la chance de le voir demain matin, je crois. Mais il ne fait pas trop de micro. Donc où est-ce qu'on en est? Vous vous rendez compte que ceci a disparu. Alors, le ventre ici, on ne l'a pas mis à la poubelle, il est sous notre périto. Et je viens de préparer avec ma collègue les vaisseaux. Et alors après, là, je pense que honnêtement, au niveau de l'axe de la caméra, je ne sais pas si ça va aller pour vous, mais parce que je vais travailler là, on comme voit ça. bien là. Ouais. Ici, vous voyez bien. Ouais, non, là je vais être honnête à moitié. Voilà. Non, je vois le début de votre doigt. On voit le doigt, oui. Alors, c'est un beau doigt. Très beau doigt. Mais c'est là dans le fond. Ok, je fais une petite la main du chirurgien. Merci. Et alors, il y a une agrafeuse. Et donc, du coup, on a préparé les vaisseaux. Donc, vous avez 2 pédicules. Vous avez un premier pédicule ici. Donc, ça, on voit. Voilà, une artère et une veine. Et puis, vous avez le deuxième que je cache ici et qui se trouve juste ici. D'accord. Et ça, c'est le deuxième pédicule. Et donc, on va en brancher un de manière qu'on dit antérograde. Alors, ça devient vraiment technique, mais c'est-à-dire dans le bon sens du flux. C'est-à-dire que le sang, ici, en l'occurrence, le thorax, il vient vers le haut et puis il part vers le bas. Mais vous avez toujours un flux grâce à ce qu'on appelle des vicariances, des connexions des différents vaisseaux du corps humain. Et vous avez aussi un flux qui est rétrograde. C'est-à-dire que si je coupe l'artère, elle va saigner aussi bien depuis le bas que depuis le haut. Et donc, on va brancher une artère et une veine dans le bon sens. Et une artère et une veine, qu'on pourrait croire du coup dans le mauvais sens, mais ce n'est pas inutile. Il y a quand même du sang qui va circuler à travers les vaisseaux. Et donc du coup, ça nous permet aussi, c'est un peu le moment un peu touchy de l'intervention, c'est-à-dire que les anatomoses, malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien. Et s'il y a un des 2 pédicules qui ne fonctionne pas, il y aura quand même un petit peu l'autre pédicule pour jouer le relais, en fait, je vais dire. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, j'ai tendance à m'exprimer très vite. Donc voilà, n'hésitez pas à me redemander d'expliquer. Okay, je vais prendre un clip bleu, s'il te plaît. Donc ici, je vais clipper les vaisseaux mammaires internes. En l'occurrence, je préfère commencer, c'est très personnel, mais je commence toujours par resuturer la veine et puis l'artère. Et vous utilisez un fil spécial pour suturer? Comment ça se passe? C'est un fil qui est non résorbable, par définition, parce que si à un moment donné il se résorbe, c'est... attendez, je réfléchis, parce que sinon j'avais fait une bêtise. Ouais. Mais c'est juste que c'est un fil qui n'est pas très gros. En fait, on dit que c'est du 8-0. Et donc du 8-0, c'est pas immense. C'est pour ça que j'ai ce petit instrument. Attends, d'abord l'Ikuta, c'est moi qui l'ai à mon avis. Ouais, on peut montrer le fil. Du coup, je ne sais pas si vous voyez toujours le bout de mon doigt, etc. Le fil, on le voit ici, là, en fait. Il est au bout de ma pince, là. Là, je le soulève. Oui. Donc c'est pas, en vrai, à l'œil nu, on peut le voir. Et ça, c'est un fil de 2-0. Donc c'est plus épais. Donc vous voyez la différence. Ça, on peut le suturer sans problème à l'œil nu. Il faut vraiment avoir une très bonne vue. Et donc du coup, il y a différentes équipes. Après, ça dépend un petit peu aussi des chirurgiens et de l'équipe. Nous, on utilise beaucoup les loupes parce qu'on trouve que le microscope prend beaucoup de place. Mais en vrai, des fois, quand c'est un peu compliqué, le microscope, parce que des fois, on voit mieux le microscope. C'est très chirurgien indépendant, en fait. Vous voyez ici, j'utilise ce qu'on appelle un petit clan d'Ikuta. Donc, je suppose qu'il y a un gars qui s'appelait Ikuta quelque part dans le monde et qui a développé ce petit clan. Et ce petit clan va me permettre de faciliter mon anatomie, ma suture et ma connexion entre les 2 morceaux de veine. La suture de la veine du lambeau et la suture et la veine mammaire interne. Je vais te prendre les Stevens, ouais. Merci. Alors, le problème, c'est que ça serait trop simple si c'était seulement les sutures qui doivent être parfaites. C'est qu'après, quand on remet le lambeau en place, je vous montrerai, mais là on l'a retourné,
Mais il faut absolument qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un kink du pédicule, c'est-à-dire que le pédicule ne soit pas tordu. Aussi bien qu'il n'y ait pas un angle droit, parce que sinon le sang, il y a un flux un petit peu particulier qui va se développer. Et ça favorise le développement des cailloux. Des cailloux, pardon, autant pour moi. Et il ne faut pas non plus qu'il soit tordu sur lui-même, parce que pour le même principe, le sang ne va plus passer. Et alors, on va me rappeler cette nuit à 2 h du matin pour me dire que le lambeau il est tout bleu ou tout blanc, et on ne sera pas content, surtout moi. Et il faudra aller réopérer madame pour déboucher le petit vaisseau. Et en plus, vous êtes au cinéma La Souvenir ce soir, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Après, on a de Vous la êtes sur chance. grand écran. Moi, je serais pas, j'espère, parce qu'on ne me l'a pas dit, sinon moi, je ne serais pas à La Souvenir. Normalement, je serais ici. Mais donc, au pire du pire... Alors, oui, vous êtes dans la salle, Voilà, moi, ça je va suis à aller. La Souvenir. Mais moi, je vais vous voir à La Souvenir quand même. Voilà. Ce soir, on fait... c'est chouette, parce que cette journée-ci, on aurait pu faire plein d'opérations différentes pour les cancers du sein. Donc, Monsieur de Mantille nous l'a dit mardi. Extrêmement courant. Ça permet aux patients de voir un petit peu toutes les panoplies d'options thérapeutiques et d'options de reconstruction qu'on utilise. Allez, Et j'en profite pour rebondir, puisqu'on a discuté notamment avec votre papa, le professeur Nizet, sur le nouvel espace qui ouvre pour les femmes au centre-ville. Oui, le centre de santé de la femme. Ouais. Dites-moi, Et donc, vous avez une question là où on va pouvoir... Non, je faisais le lien avec ce qu'on avait déjà raconté pardon. dans les émissions, en disant que finalement, c'est un espace dédié aux femmes. Et donc, il y a à la fois du dépistage, il y a à la fois de la gynécologie et également tout le côté chirurgie plastique pour les reconstructions et autres, parce qu'il y a aussi esthétique, si je ne me trompe. Oui, alors maintenant, vous voulez vraiment mon point de vue personnel, je pense que ce sera surtout être prêt pour que les patients qui sont atteints d'un cancer du sein, les plasticiens sont disponibles. Mais oui, je pense qu'on offrira toute la panoplie de possibilités thérapeutiques, c'est-à-dire aussi bien la chirurgie de reconstruction que de la chirurgie esthétique. Mais a priori, les différents plasticiens qui auront consulté là-bas seront surtout présents pour que les femmes aient un interlocuteur en vue de la reconstruction, parce qu'il est extrêmement important, selon moi, que toutes les patientes soient au courant des options qu'il existe. Alors, je vais vous laisser vous reconcentrer dans quelques minutes, parce que merci, parce je que vais... cette vanne est toute petite. Oui, et j'ai un invité sur plateau. Si ça vous dérange pas, on continue à causer dans votre salle, mais si jamais ça vous dérange, je reprends le plateau, ça je peux faire aussi. Oui, là je vais me concentrer 5-10 minutes, donc ça me dérange pas si... Je reprends le plateau, comme Merci, ça on vous laisse tranquille. Docteur Nizet, on est de retour près de vous. Voilà. Comme vous voyez, on a inversé les rôles. Ici, c'est le docteur Oldon. Moi, j'ai suturé une artère et une veine. Si on dézoome un peu, on le verra peut-être battre. Ou peut-être pas trop. Mais si ici, en fait, là, sous mon doigt, vous avez l'artère et la veine que j'ai déjà suturées de manière qu'on dit donc antérograde. Et puis, comme l'expliquait le professeur Guizen tout à l'heure, on forme des assistants dans un hôpital universitaire. Ici, le docteur Oldon, elle est superviseuse dans 5 mois. Et donc, dans 5 mois, elle se retrouvera peut-être seule pour faire des lambeaux d'IEP. Ici, c'est très confortable pour nous. On a une instrumentiste, un stagiaire médecin, un assistant. Quand on travaille dans le privé, dans d'autres hôpitaux, on est quand même, on n'est que 2. Et c'est techniquement quand même plus compliqué. Et donc, il faut qu'ils apprennent à suturer. Donc ici, c'est un des avantages de faire un lambeau qu'on dit bipédiculé, donc avec 2 artères et 2 veines à suturer. C'est que le superviseur peut faire 2 anastomoses sur 4. Et l'assistant, s'il est bon, ce qui est le cas ici, il peut faire les 2 anastomoses restantes. Et que même au pire, si ça n'allait pas, mais ça va très bien se passer, on peut soit de les refaire, soit de toute façon, il y a un des pédicules qui passe et que donc le lambeau, normalement, ne sera pas lésé. Du coup, on a déjà commencé aussi à fermer le ventre. Je ne sais pas si on peut rezoomer un petit peu sur le ventre. Et donc, vous voyez, alors que tantôt, excusez-moi, tout à l'heure, il était un petit peu ouvert. Maintenant, ici, on a refermé donc la gaine, l'aponévrose ici, pour que ce soit le plus solide possible. Là, vous avez l'ombilic. Alors, des fois, les patients nous le demandent en consultation. Les patientes, elles gardent l'ombilic. Cette peau aussi, je ne vais pas tirer parce que sinon, ça va gêner le docteur Doll, mais cette peau aussi, on va venir la fermer ici en bas. Et alors, on fera ressortir plus ou moins au bon endroit, enfin, pas plus ou moins, on fera ressortir au bon endroit, évidemment, le nombril. Donc, c'est toujours bien le nombril de la patiente. Après, j'ai un collègue qui est un très, très bon chirurgien, qui fait beaucoup de diep aussi, qui, lui, fait une technique où il enlève le nombril de la patiente, mais en l'occurrence, nous, on le garde plutôt. J'avais une petite question pour vous, docteur Nizet. Comment est-ce que vous allez reconstruire le mamelon? Alors, c'est une bonne question. Alors, on passe... Je peux essayer de vous faire un dessin avec les mains, mais en fait, non, ça ne va pas ressembler à grand-chose. Je vais prendre un marqueur. Je peux avoir un marqueur, les filles, s'il vous plaît. En fait, on fait un petit lambeau de peau et on fait
Et on passe d'un plan 2D en un plan 3D, on incise et je pense que vous comprendrez si je fais un petit dessin sur le ventre de madame, pendant que madame Doll ne continue à suturer ses petits vaisseaux. Donc en réalité, alors il y a plein de petits... merci beaucoup Flo. Il y a plein de petits moyens pour le faire. Mais le plus souvent, je ne sais pas si vous voyez, on dessine un petit lambeau rectangulaire comme ceci. Et en fait, on incise là où j'ai tracé au marqueur et puis on replie le lambeau et on ferme. En fait, ceci, c'est le petit capuchon, si vous voulez, va faire le capot, la partie supérieure du mamelon. Et puis les deux parties ici rectangulaires vont former les parties latérales. Et le sang, il arrivera par ici pour faire vivre le lambeau. Alors soit ça on peut le faire directement, c'est-à-dire aujourd'hui, soit on le fait un peu à distance. Pour des raisons personnelles, moi je préfère le faire à distance parce qu'on peut le faire sous anesthésie locale, ça prend 15 minutes et ça ne dérange absolument pas les patientes. Mais pour la surveillance du lambeau, et ça je vous expliquerai quand on aura fini nos sutures, le fait de faire déjà directement le mamelon sur la palette qui nous permettra de surveiller la viabilité du lambeau, ça peut prêter à confusion. On a beaucoup de chance, on a des infirmières efficaces à l'étage qui vont en fait, madame ici, ça ne va pas être sa meilleure nuit. Les infirmières, elles vont passer, enfin on l'espère, une fois par heure ou une fois tous les 2 heures pour surveiller le lambeau. Alors soit le lambeau il est tout blanc et là ça veut dire qu'il n'y a plus de sang qui arrive, ce qui est un problème au niveau de nos anastomoses artérielles, soit le lambeau il est tout bleu. Et alors c'est dans 9 cas sur 10, c'est plutôt les veines qui posent problème. Et là en fait le sang arrive dans le lambeau, mais il n'arrive plus à s'évacuer par les veines. Et donc on dit que le lambeau est veineux, et puis si vous voulez, à un moment donné, du coup, il va y avoir une hyperpression dans ces veines qui vont se répercuter sur les artères, puis il n'y aura plus du tout le sang dans le lambeau, et donc le lambeau il sera thrombosé, et les tissus, les cellules, elles n'auront plus d'oxygène, elles vont mourir. Et c'est pour ça que nos collègues infirmières, elles surveillent bien le lambeau, parce que quand des accidents doivent survenir de thrombose, c'est dans les 24 premières heures, et donc elles vont vraiment être très attentives pour être sûres qu'il n'y a pas de souci au niveau de la palette cutanée qu'on va leur laisser visible. Et si c'est le cas, s'il y a un doute, on revient, soit nos assistants, on a beaucoup de chance d'avoir des assistants, c'est souvent eux qui reviennent, et puis qui nous contactent s'ils ont un stress. Et des fois, on va réexplorer pendant la nuit le lambeau pour être sûr de ne pas le perdre. Je ne sais pas si c'était clair. Et donc voilà, donc le fait de faire l'aréole tout de suite, honnêtement, pour avoir déjà eu des mauvaises blagues, ça raccourcit un petit peu la palette cutanée qu'on va laisser visible pour les infirmières. Et donc ça peut prêter à confusion. Et vu que c'est absolument pas un problème de le faire dans un deuxième temps, je préfère le faire dans un deuxième temps. Surtout que l'INAMI, donc notre système de santé belge, il rembourse, ça c'est quelque chose d'important, je pense, pour un DIEP à préciser. T'as besoin d'un truc, hein ? Ouais, non, il va rembourser 3 interventions en tout. Donc ceci, c'est la première, c'est la grosse opération. On vient remplacer le volume de l'expanseur par le volume du ventre. On va déjà essayer que ce soit le plus beau possible. On vous montrera ça à la fin de l'opération. Et puis après, il y a souvent une opération de symétrisation. C'est-à-dire qu'ici, elle va quand même avoir un sein gauche qui est plutôt fixé et plutôt bien remonté. Et puis son sein droit, lui, malheureusement, il tira toujours un peu la tête. Et donc, dans 2-3 mois, on va remonter le sein droit pour essayer que ce soit le plus symétrique possible. Et si nécessaire, on va remodeler le sein gauche et notamment reconstruire l'aréole à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Enfin, je pense. Oui, très bien, docteur Nizet. Donc là, le docteur Doll, elle fait la veine. J'ai fait donc une artère et une veine d'un côté. Et ce qui était rassurant, c'était qu'il y avait déjà un reflux, c'est-à-dire qu'il y avait du sang qui arrivait par la veine qui n'avait pas été encore connectée, que le docteur Doll était en train de connecter. C'est-à-dire que, attention, là, ça va peut-être un peu être compliqué, mais ça veut dire que l'artère que j'ai réalisée, le sang qu'elle amène dans le lambeau, il est drainé. Il est drainé par l'autre veine, et ça veut dire qu'il va vraiment partout dans le lambeau. À mon avis, je vous ai perdu, mais enfin, c'est plutôt bon signe, quoi. Croyez-moi. Alors, perdu, non, pas tout à fait. On vous suit quand même. J'ai de nouveau un invité sur mon plateau, docteur Nizet. Est-ce que je peux oui, bien sûr. lui poser encore quelques questions? Parce que je pense que son temps est compté et qu'à un moment donné, je vais devoir le libérer. Qu'on parlait des 8 nouvelles chambres du CHU. Non, mais surtout... Comme ça, je vous mets un peu... Pas de souci, ça va. À tout à l'heure. Tout à l'heure. On est toujours quand même avec vous, hein, on voit toujours vos images. Quels sont les... On parlait de risques pour le personnel et puis on a filé un peu auprès du docteur Nizet. Donc le patient, pour résumer, pour reprendre notre conversation, il peut rentrer chez lui, il ne va pas irradier toute personne qu'il croise. Il irradiera un tout petit peu, en tout cas dans des limites telles qu'il n'y a pas de danger. Et la raison pour laquelle on le garde à l'hôpital, comme je le disais, c'est pour collecter les urines, pour éviter la contamination. Et pendant son séjour à l'hôpital, tout est fait, tout est mis en œuvre pour éviter la contamination de la chambre à l'extérieur de l'hôpital. Donc ce sont des petites mesures simples, des overshoes, des tabliers, des gants, donc rien de bien compliqué.
Alors, on va quitter le docteur Nizet parce qu'on est attendu chez le docteur Neuberg pour le début de son intervention qui va être assez courte. Et donc, elle va nous présenter l'intervention et puis je vous poserai encore quelques questions et je vous libère, c'est promis. Docteur Nizet, on est de retour près de vous. Ah ben voilà, vous arrivez au tout bon moment. Monsieur Nielsen vient de nous rejoindre. Parce que je l'ai grondé, parce que ça n'a pas du tout été. Non, elle a très bien géré ça. Donc on a fait les 4 sutures. Et ici, on a déjà remis le lambeau en place. En fait, donne-moi un peu les hémostats. Enfin, une hémostat, s'il te plaît. Donc ici, on a remis le lambeau en place. Et on doit juste bien faire attention que ces fameux pellicules, donc ces artères et ces veines qui sont un petit peu longues, ils ne sont pas twistés ni kinkés. Excuse-moi, Flo. Pour être certain de ne pas avoir un problème au niveau vasculaire et que le sang arrive bien dans tout le lambeau et qu'il en reparte bien. Donc ici, j'aimerais bien juste vous montrer que le lambeau est bien sanguinolent. Je vois une petite compresse, s'il vous plaît. Donc je ne sais pas si vous voyez le lambeau. Oui. Mais ça, c'est un peu archaïque, vous allez me dire, mais quand on enlève le petit clou hémostatique qui se forme tous les extants, on voit bien que le lambeau saigne. Et pour nous, c'est très important parce que c'est un segment qui est bien artériel. Et donc ça veut dire que du sang arrive bien, mais il n'est pas veineux, et donc ça veut dire aussi que le sang repart bien. Donc je ne sais pas si vous voyez toutes ces petites taches rouges. Oui, on les voit. Voilà, et ben donc voilà, c'est plutôt bon signe. Ça ne veut malheureusement pas dire que c'est sûr qu'on ne devra peut-être pas refaire quelque chose, mais a priori avec 2 artères, 2 veines, c'est très peu probable que ça pose problème. Ouais, merci Xa. Et donc, en voyez, tout cas, ici, c'est prometteur. Voilà, c'est prometteur. Et donc ici, le résultat plus ou moins final, on va quand même fermer le ventre et le... Ouais, juste peut-être encore une petite agrafe ici. Voilà, et donc ça sera plus ou moins ça. Et, donc et vous allez juste mettre des agrafes ou vous allez recoudre Non, ça va se passer comment? Ouais, là on en a marre, il est quand même 17h, ça commence à devenir un peu long, donc on s'en va. Voilà, tant pis, il fallait se faire opérer le matin. Non, évidemment, on va recoudre. Mais non, vous allez encore opérer ce soir, docteur Nizet, ne me dites pas ça. Donc ici, on a déjà réalisé tout le décollement pour que ça puisse... Donc là, ma main, elle va jusqu'ici. Et en fait, c'est pour permettre de venir fermer sans trop de tension au ventre. Donc voilà, je sais bien que vous allez un peu prendre l'antenne, c'est pour ça que vous êtes revenu ici. C'est donc ici qu'avec Xavier, on va juste fermer le ventre, s'assurer que ça ne saigne pas, et fermer le sein. Et puis madame retournera en chambre. Ouais, c'est très tard pour Xavier. Je ne sais pas si vous aviez des questions encore par rapport à l'opération ou pas. Mais là, concrètement, il vous reste à suturer. Il nous reste à suturer, ouais, globalement. On n'a plus rien disséqué, en tout cas, parce que tous les plans ont été disséqués. Tout ce qui devait être suturé, en termes de vaisseau, a été suturé. Donc là, on va juste... ce que M. Nielsen fait ici, c'est ce qu'on appelle une cure de diastasis. C'est-à-dire qu'avec le temps, les muscles grands droits, ils s'écartent un petit peu. Donc on appelle ça en médecine un diastasis, c'est un écart entre 2 structures. Et ici, on en profite pour un petit peu rapprocher les 2 muscles grands droits. C'est peut-être, mais bon, encore une fois, vu que M. Delruel a fait un bon bloc, mais c'est peut-être ce qui fait un petit peu mal aux patients au réveil quand même. C'est ce geste musculaire, mais ça leur permet de ne pas avoir ce qu'on appelle un bulging, c'est-à-dire un espèce de gonflement au niveau de la partie médiane du ventre. Donc on en profite pour faire une petite cure de diastasis qui est présente chez presque toutes les patientes, notamment des patientes qui ont été enceintes, parce que le fait d'avoir eu une grossesse et d'avoir l'utérus qui a grossi dans le ventre, ça a poussé les muscles grands droits sur le côté, quoi. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de la palette que nos collègues infirmières vont superviser cette nuit. C'est donc cette aréole ici qu'on a plus ou moins reconstruit, qui est a priori au bon endroit. J'avais pris des mesures avant qu'on endorme madame. Et c'est ça que mes collègues vont surveiller cette nuit pour être sûr que soit elle n'est pas toute blanche, soit elle n'est pas toute bleue, parce que ça veut dire qu'on doit aller rechecker un coup nos anastomoses pour être certain que le sang s'écoule bien. T'as pas un nouveau Polysorb 0? Alors des fois, quand on est vraiment super confiant, et notamment quand on fait ce qu'on appelle des nipple sparing mastectomy en anglais, c'est-à-dire qu'on conserve aussi bien, c'est ce que M. Nielsen a fait ce matin, quand on conserve aussi bien la peau que le mamelon et l'aréole, alors on enfouit complètement le lambeau, et si on est vraiment sûr de nous, on ne laisse même pas de moyen de surveillance à la peau, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si le lambeau en dessous tout se passe bien, mais a priori, si on est sûr de nous, on se dit que tout se passe bien. Et ça permet des fois d'avoir ce qu'on appelle des diep one-shot, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais réopérer les patientes parce que le lambeau se met tellement bien que ce n'est même pas nécessaire. En tout cas, je vous souhaite et je lui souhaite que tout se passe bien. Oui, ça va. Ici, on est assez confiant. Ici, par exemple, on aurait pu tout enfouir, mais c'est dommage parce que sinon, on n'aurait pas eu l'aréole.
Alors ici aussi, donc ce qu'on fait en plus de corriger le diastasis, c'est qu'on met ce qu'on appelle des points de high tension, et c'est pour essayer de diminuer absolument l'espace mort, c'est-à-dire tout l'espace où du liquide pourrait s'accumuler, puisque le corps humain, c'est comme l'univers, il n'aime pas spécialement le vide, et donc tout ce plan de décollement, il va essayer de le combler avec du liquide, et c'est pour ça qu'on laisse notamment un drain, mais le fait de faire ces points de colmatage, ça permet de diminuer les risques d'accumulation de fluide, et que la patiente ne soit pas gênée, qu'on ne doive pas faire des ponctions de sérum et ce genre de choses. Elle va rester hospitalisée combien de temps? Entre 3 et 4 jours. Si ça se passe super bien, qu'elle n'est pas trop douloureuse dans 3 jours. Mais bon, vu que j'opère les jeudis, 3 jours, c'est le dimanche, et les patientes, elles aiment bien juste sortir plutôt le lundi. Donc à mon avis, elle partira plutôt lundi. C'est parce qu'elles aiment bien vous revoir, ça. Je passe le week-end, hein. Donc voilà, mais elles peuvent me... Mais des fois, je passe pas tous les week-ends. Mais donc, elles me revoient au moins le lundi. Mais elles voient nos collègues, il y a toujours un médecin qui les voit de toute façon, aussi bien anesthésiste que chirurgien, qui les voit le week-end pour être sûr que tout va bien. Donc c'est sûr que la rançon cicatricielle, et ça je peux tout à fait entendre que ça fait peur à beaucoup de patientes. La rançon cicatricielle, elle est quand même importante, comme pour une abdominoplastie. Et c'est pour ça qu'on essaye vraiment de mettre la cicatrice le plus basse possible. Enfin, on utilise des artifices que je ne vais pas trop détailler, mais pour essayer vraiment que la cicatrice soit le plus basse possible. Et la patiente, quand elle s'habillera dans sa vie de tous les jours, la cicatrice, elle sera cachée dans ses sous-vêtements. Et de toute façon, si ce n'est pas très très beau au niveau esthétique, au niveau de la paroi abdominale, quand on fait des retouches, donc par exemple ici, comme on va faire dans 2-3 mois, resymétriser son sein droit, si nécessaire, on corrige un petit peu la paroi abdominale si c'est pas parfait. Ok, tu peux me filer un polyseur de 0 pour moi aussi. Ça va, tout semble assez clair. Je sais bien qu'à mon avis, pour des gens qui ne sont peut-être pas en médecine, c'est pas toujours facile de comprendre ce que c'est qu'un DIEP et des lambeaux libres. Et des fois, on a tendance à utiliser des termes un peu techniques. C'est pour ça que je suis là, pour vulgariser. Voilà, top. Et vu que tous mes collègues m'ont remercié, je remercie évidemment toute l'équipe qui est autour de nous, sans qui ce ne serait pas possible, les anesthésistes, Antoine aujourd'hui, nos instrumentistes, donc Florine, notre infirmière de salle, Aline. Donc voilà, j'avais peur qu'on pense que je suis quelqu'un d'impoli. Mais évidemment, je les ai remerciés quand vous n'étiez plus là. Mais merci de le faire à l'antenne. Voilà, comme ça, tout le monde est content. C'est bien ce point. Oui. 10 000 $. Et comme vous le voyez aussi, pour un peu expliquer, parce que des fois il y a des patients qui nous demandent pourquoi on ne peut pas le faire directement. Franchement, pour moi, le principal argument, c'est le fait qu'on ne sait pas si la patiente elle va avoir un traitement adjuvant, et notamment, comme on discutait tout à l'heure, le professeur Hostings, s'il y a de la radiothérapie, ça serait un petit peu dommage d'irradier en fait son ventre, puisqu'il serait du coup maintenant au niveau du sein, parce qu'on ne sait pas très bien comment les tissus vont réagir à la radiothérapie. Et si à cause de cette radiothérapie, elle garde des séquelles esthétiques sur le sein, c'est un petit peu dommage. Et donc, moi, je le dis à mes patientes en consultation, je vais vous faire une mastectomie. Quand je suis presque certain, il y a des indications où je suis quasi sûr à 99% qu'il ne va pas y avoir de radiothérapie par la suite, ni de chimio, là, on peut tenter de faire un DIEP. Soit, je leur dis, écoutez, dommage, c'est une opération en plus, mais je préfère mettre cette fameuse prothèse ou un expanseur pour faire un peu office de spacer, et dans un deuxième temps, on fera le DIEP. Et puis alors, vous le voyez, ici, on va pas trop lentement, mais l'opération, on a incisé à... Voilà, elle nous prend quand même 4 heures, 4 heures et demie, et encore parce qu'on est beaucoup de mains, et que donc des fois, sur des très très chargés, ça peut être difficile de prévoir 5 heures pour une intervention, en fait. À la dernière minute, prévoir comme ça, trouver un bloc, le personnel, pour faire une opération de 5 heures, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on ne finit pas tous les jours à 22h. Aujourd'hui, on va finir à 22h, mais c'est pour le festival. Mais normalement, à 18h, on aime bien que les salles ne tournent plus pour des cas qui sont électifs. Et donc, merci justement de nous accueillir encore ce soir. Voilà, mais pas de souci. Avec plaisir. Merci à vous pour nous proposer de... Je pense que c'est chouette, s'il y a des patientes qui regardent, si ça répond à pas mal de leurs interrogations par rapport à la chirurgie. Après, j'ai vu des patientes hier en consultation, quand je leur ai proposé, elles avaient l'air plus dégoûtées qu'autre chose. Donc je pense qu'il y a des gens qui, à juste titre, peut-être préfèrent pas regarder. Ouais, s'il te plaît, quand on paye sur 0. Voilà.
Merci. Non, excuse-moi, Polysorb 0, s'il te plaît. Ouais. Mais, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu à peu près 200 visiteurs sur le stream en live. Donc, Ah bah voilà, tant mieux. C'est peut-être 150 personnes de ma famille, en fait. Il n'y a que eux qui regardaient. Voilà, et de Monsieur Nélissen, quoi. Et les parents de Camille Dolne. Ah, vous avez des fameuses familles, hein. Voilà, c'est des dynasties. Et Dorian aussi, pardon. Je pense que c'est moi qui ai gagné. Oui, si. On a du strata pour la fermeture? Parfait. Moi, je vais déjà fermer le sein. Tu peux me donner du monocryl 3 €. Merci. Ouais, je te reprends. Attention à toi, Flo. En équipe. Ah oui, je l'aurais expliqué tout à l'heure. Ouais, donc ici, vous voyez, il y a une petite agrafe qui... Enfin, en fait, ça, c'était juste pour repérer la ligne médiane. Mais a priori, ça tombe pas trop mal, parce que ça va presque être au niveau du nombril. Donc, on a plusieurs repères anatomiques. Sinon, j'avais mis un film à main. Ouais, c'est là. C'est quasi ça. Et donc, on va inciser. Ça aussi, les patients, des fois, nous demandent en consultation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien le nombril. On va juste inciser à un nouvel endroit. Et c'est son nombril, en fait, qu'on n'a pas blessé, qu'on va faire ressortir à cet endroit-là. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'une chirurgie lourde? Quand même, oui. Bah, après, par rapport à ce que M. Lavigne, par exemple, a fait ce matin, après, ils ont fait maintenant, grâce au progrès technologique, ils font des mini-abords, etc. Mais je veux dire, c'est des grosses cicatrices, c'est quand même une chirurgie où il y a un grand plan de décollement. C'est clairement plus lourd que mettre une prothèse mammaire, ça c'est sûr. On enlève un petit morceau de côte, un petit morceau de cartilage costal pour aller faire des sutures. Oui, ça serait un peu mentir de dire que c'est très léger. Mais je pense que par rapport à une tumeur cérébrale ou l'opération de M. Bouchin, de M. Reuter de mardi, je pense que c'est quand même moins lourd. C'est embêtant, ça. A priori, les gars, elle n'est pas dans le sein non plus. Tu l'as? Il est là? Ok, parfait. Okay. Merci les filles. Non, pas de souci. Tu veux garder le film? Ah non, c'était à midi, hein, ça va. C'était le repère de midi. Pour pas tordre le nombril. Un des soucis, parce qu'on est toujours en antenne, c'est ça? On est toujours avec vous, oui. Oh, d'accord, parce que là, c'est pas très intéressant, vous nous regardez juste suturé. Du coup, je vais un peu meubler. Alors, sinon, on peut aussi se dire qu'on se retrouve ce soir. C'est une autre non, moi, c'est pour vous. Hein. Moi, c'est pour pas vous retenir pour rien. C'est très simple. Enfin, vous êtes plus que les bienvenus pour rester. Mais là, en vrai, on va juste on suturer. On voulait venir compagnie. On voulait juste être sûr que le nombril était bien ressorti. Voilà, merci. Et donc, ça, je vous propose, c'est vous laisser recoudre. Merci d'avoir été vigilant. On l'a trouvé. Gentiment. Okay, et en tout cas, nous, Dr Nizan, on se retrouve ce soir. Et donc, à tout de suite, les interventions de ce jour, comme vous l'avez vu, sont en train de se clôturer. Il ne reste plus que quelques points de suture à faire. Moi, je vous donne rendez-vous à 20h au cinéma La Sauvenière pour finalement une séance pas comme les autres, parce que nous allons pouvoir observer des interventions chirurgicales sur grand écran. Et donc, n'hésitez pas à aller voir les informations pratiques sur le site imagesanté.be. Et donc, je vous donne rendez-vous à ce soir.